Bonjour Othmane Nasrou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général des Républicains et vice-président de la région Île-de-France. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Othmane Nasrou, bonjour. Bonjour. L'actualité aujourd'hui, c'est donc cette nouvelle mobilisation des agriculteurs. Ils relancent leurs actions avec des tracteurs dans plusieurs villes de France. Est-ce que vous êtes inquiet de l'ampleur que peut prendre cette mobilisation ? Moi, je suis d'abord inquiet de la situation que connaissent nos agriculteurs qui attendent depuis longtemps un certain nombre de dispositions que nous défendons courageusement chez les Républicains avec Annie Genevard, notre ministre de l'Agriculture. Et je suis inquiet de voir un texte qui est attendu depuis longtemps, qui a été adopté ici au Sénat par le sénateur Laurent Duplomb, qui porte des mesures extrêmement attendues depuis longtemps et qui se retrouve aujourd'hui face à une obstruction organisée notamment de la part de la gauche et de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette mobilisation des agriculteurs, c'est pas aussi l'échec d'Annie Genevard qui n'a pas réussi ces derniers mois à répondre à leur colère ? Je pense au contraire que les agriculteurs sont heureux d'avoir un dialogue, d'avoir une interlocutrice qui connaît leurs problématiques et qui travaille sérieusement. Mais qui n'y répond pas visiblement, puisqu'ils repartent en mobilisation. Eh bien, si ce texte était adopté enfin, alors qu'il a déjà été au Sénat en janvier dernier, et si la gauche et l'extrême gauche ne jouaient pas, ne détestaient pas finalement l'agriculture française, parce que je ne comprends pas autrement comment est-ce qu'on peut déposer des milliers d'amendements pour bloquer un texte aussi important qui va permettre de lever des obstacles, des normes qui pèsent aujourd'hui sur nos agriculteurs. Pour vous, la gauche déteste l'agriculture française ? Pour moi, aujourd'hui, il y a effectivement, dans une partie de la gauche française, une détestation des agriculteurs, oui. Il y a quand même un problème sur le fond, c'est-à-dire que le texte en question, il ne s'attaque pas au moteur lui-même de la colère agricole de l'année dernière, qui est la question des revenus agricoles. Il y a en tout cas aujourd'hui... Ça répond à rien en fait. Ah bah si, pardon de vous dire que quand on entend nos agriculteurs, quand on voit qu'on leur impose des normes qu'on n'applique pas aux produits qu'on importe, qu'on leur interdit des substances qui sont interdites, qui sont autorisées dans tous les autres pays d'Europe, je pense effectivement à moi non plus, j'arrive pas à prononcer, mais je vois. Voilà, de la famille des néonicotinoïdes qui aujourd'hui est interdite en France seulement. Non mais certes, mais en fait, si vous voulez, les mesures de la loi, les mesures de la loi en question, qui est une proposition de loi qui vise à lever les freins à l'installation agricole. Lever les contraintes au métier d'agriculteur. Merci au métier d'agriculteur, c'est un peu compliqué. La loi Duplomb, c'est plus simple, mais c'est incomplet. Le problème, c'est qu'en fait, sur la question des revenus, les dispositions qui sont présentées peuvent améliorer les conditions de travail et d'exploitation d'un certain nombre d'agriculteurs ou de personnes dans les filières agricoles, mais pas toutes. Ça répond pas à l'ensemble. Ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques du revenu pour les agriculteurs. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il y ait une relance de la colère ? Alors je veux d'abord vous rappeler qu'il y a aussi eu la loi d'orientation agricole, là aussi, qui a été défendue par Annie Genevard et qui a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je pense au guichet unique, je pense effectivement à la transmission. Nous avons un énorme sujet évidemment de transmission. Je pense aussi aux agriculteurs qui sont proches de la retraite et qui peuvent avoir une aide pour précisément transmettre leur exploitation. Et donc cette loi a été très attendue, elle était bloquée là aussi depuis longtemps et avec un calendrier qui a été marqué par la dissolution, par l'instabilité politique. Et aujourd'hui nous avons cette loi Duplomb, je veux le redire, qui doit être adoptée dans les plus brefs délais. Mais est-ce que pour l'adopter, ça veut dire passer par une motion de rejet ? Alors c'est un peu technique, mais ça veut dire, pour simplifier, qu'il n'y aurait pas de débat à l'Assemblée, motion de rejet, et que le texte irait directement au Sénat en commission mixte paritaire, accord députés-sénateurs. Est-ce que c'est la bonne méthode de dire circuler, il n'y a rien à voir à l'Assemblée ? Mais le débat à l'Assemblée, il est aujourd'hui saboté par cette obstruction, encore une fois. 70% des amendements déposés sont le fait de deux groupes, des Verts et des Insoumis. Et il y a en réalité une volonté de bloquer ce texte dans un calendrier parlementaire que tout le monde sait contraint. Pourquoi ne pas prendre le temps d'en discuter, puisque ce texte fait débat ? Eh bien, pour en discuter, il faudrait avoir un nombre d'amendements qui nous permettent d'aller au bout de l'examen du texte. Et moi, je sais que le rapporteur à l'Assemblée nationale, LR, Julien Dive, eh bien, effectivement, va prendre ses responsabilités parce que nous voulons que nos agriculteurs voient leur situation s'améliorer. Alors, on ne pourra pas... Donc, ça veut dire motion de rejet ? Mais ça veut dire que le texte doit aller en commission mixte paritaire pour qu'enfin il puisse être adopté par des députés et des sénateurs raisonnables. Mais ça veut dire que vous actez qu'il n'y aura pas de débat à l'Assemblée. C'est ce que vous avez, c'est la méthode que vous avez choisie. Nous aimerions qu'il y ait un débat à l'Assemblée, mais nous voulons surtout que le texte soit adopté parce qu'il va permettre
de lever un certain nombre d'obstacles qui entravent aujourd'hui la capacité de nos agriculteurs. Et c'est ce qu'ils demandent à vivre de leur travail. Nos agriculteurs ne font pas la manche, ils ne demandent pas la générosité, ils demandent simplement à pouvoir vivre de leur travail et à ne pas être exposés à une concurrence déloyale. Et aujourd'hui, ce texte, il permet d'améliorer leur situation. Il y a aussi la question de la rétention d'eau. Il y a des dispositions dans ce texte qui sont attendues. Bien sûr, ça ne réglera pas tout. Nous devons continuer à nous battre pour nos agriculteurs, mais je regrette vraiment cette stratégie aujourd'hui des Verts et des Insoumis de vouloir bloquer ce texte à l'Assemblée nationale. Autre colère, c'est celle des taxis qui poursuivent leur mobilisation. François Bayrou les a reçus samedi. Est-ce qu'il a eu raison de dire qu'il allait retravailler la convention de l'assurance maladie qui revoit les règles du transport sanitaire ? Nous sommes aujourd'hui dans une situation budgétaire que chacun connaît. Nous avons, ne serait-ce que cette année, 40 milliards d'euros d'économies à faire, c'est le chiffre du gouvernement, pas simplement pour désendetter le pays, simplement pour inverser la courbe des déficits. Et aujourd'hui, nous avons cette mesure qui représente à peu près 150 millions d'euros d'économies. Si nous butons sur 150 millions d'euros d'économies, sur un total de 40 milliards à faire, ça va devenir inquiétant. Donc il n'a pas eu raison de la retravailler ? Non, ce que je veux dire, c'est que l'économie à faire ne peut pas être passée par perte et fracas. Nous avons donc besoin de mesures d'économie. Les dépenses sanitaires, les dépenses de transport sanitaire, ont augmenté de 45% en 5 ans. Elles sont de près de 7 milliards aujourd'hui. Nous devons faire un effort. Les modalités peuvent être discutées. Pas d'inconvénient, mais l'effort d'économie à faire, lui, doit rester parce que nous avons besoin aujourd'hui de faire mieux avec moins d'argent public dans bien des sujets. Donc il faut revoir cette convention. Il faut revoir les règles du transport sanitaire. Mais il faut regarder l'économie qui était prévue et qui d'ailleurs est loin de régler le sujet budgétaire qui est aujourd'hui devant nous parce que nous payons des années et des années de refus de maîtriser la dépense publique. Et aujourd'hui, effectivement, moi je comprends que les artisans taxis soient en colère, mais il faut qu'on trouve le chemin pour faire des économies de manière intelligente, dans le dialogue, très bien, mais nous ne pouvons pas céder. Mais ça veut dire que si François Bayrou revient sur cette convention et sur ces économies, pour vous, ça dénotera d'un manque de courage et ça vous inquiète sur le budget à venir ? Mais je ne sais pas comment on va réussir à trouver 40 milliards d'euros d'économies si dès la première centaine de millions, on recule tout de suite. Voilà, maintenant, nous avons besoin aussi de réformes structurelles, nous n'avons pas besoin de coups de rabot qui sont attendus depuis longtemps. Et vous savez qu'à droite, chez les Républicains, nous proposons un effort de débureaucratisation de l'État depuis très longtemps maintenant. Et j'espère que ce travail va enfin pouvoir commencer. Autre sujet, ce sont ces attaques qui ont eu lieu contre le réseau électrique dans les Alpes-Maritimes ce week-end. Est-ce que, comme Éric Ciotti, vous iriez jusqu'à parler de terrorisme ? Et là où il y a du sabotage, là où on vient empêcher les gens tout simplement de vivre paisiblement, les honnêtes gens, j'ai envie de dire, qui sont tout à coup privés d'électricité, il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités. Moi j'espère surtout que ceux qui ont fait ces actes de sabotage seront condamnés. Il y a dans notre pays une mouvance d'extrême gauche, d'ultra gauche qui effectivement, et notre passé politique l'a montré, pouvait être dans une forme d'acte terroriste. C'est arrivé dans le passé. Hein. Il y a eu une violence, il y a eu des morts au nom des idéologies d'extrême gauche dans notre pays. Maintenant, il y a effectivement ces actes de sabotage, visiblement pour des raisons idéologiques, et donc il faut surtout que les auteurs soient retrouvés et condamnés très sévèrement parce qu'on ne joue pas avec la sécurité des Français, et couper l'électricité, ça peut être aussi un sujet de sécurité. Et donc il est temps d'en finir avec cette forme d'impunité. Ces sabotages en question ont été revendiqués par des groupes anarchistes. Vous y croyez à ça, en fait ? Écoutez, moi, c'est à l'enquête de le dire. Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour apprécier la réalité de faits délictueux qui se sont produits. Et donc, l'enquête le dira. Et j'ai confiance en nos forces de l'ordre pour retrouver les coupables. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays une extrême gauche qui peut être violente ? La réponse est oui. On parle de la fin de vie, Stéphane ? Oui, le vote solennel sur la fin de vie est programmé demain, mardi, à l'Assemblée. Est-ce que les parlementaires LR sont alignés sur la question ? C'est un sujet sensible, qui renvoie au vécu de chacun, qui touche parfois au secret de la conscience de chacun. Et il faut accepter d'en parler avec nuance, avec respect pour toutes les personnes qui peuvent être confrontées à ces drames de la vie, à ces situations qui peuvent être extrêmement difficiles sur le plan humain, sur le plan familial. Et donc nous n'avons pas vocation à être tous alignés sur des sujets de société comme cela. Chacun votera en son âme et conscience ? Je crois que c'est le principe pour des textes de cet ordre, mais je crois aujourd'hui, c'est en tout cas ma conviction personnelle, que le texte tel qu'il est soumis aujourd'hui n'est pas un texte d'équilibre, n'est pas un texte de solidarité, c'est un texte qui présente à certains égards des risques, qui ne protège pas suffisamment les plus vulnérables. Vous parlerez d'un texte d'abandon, comme l'a fait un temps Bruno Retailleau ?
Je pense en effet, comme l'a dit Bruno Retailleau, que on risque de donner avec ce texte le sentiment aux plus vulnérables, à certains membres de notre société en fin de vie, qu'ils sont un fardeau pour leurs proches, qui pourraient préférer en finir plutôt que d'avoir recours à ce qui aujourd'hui manque dans notre pays, à savoir les soins palliatifs. Vous savez que quand on a recours aux soins palliatifs, on règle 90% des situations. 90%. Il y a 90% de personnes de moins qui demandent à ce qu'on abrège leur souffrance quand ils ont accès aux soins palliatifs. Et donc aujourd'hui, ce texte où on crée finalement maintenant même un délit d'entrave à l'aide à mourir, c'est-à-dire si on veut empêcher quelqu'un d'avoir recours au suicide assisté, on peut être condamné pour cela, ça n'est pas possible. Donc je pense effectivement que ce texte n'est pas un bon texte et pour ma part je suis extrêmement réservé quant à son adoption. Mais est-ce que vous y voyez clair sur ce que votera le groupe LR à l'Assemblée ? Je viens de vous le dire, chacun se prononcera, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre député Philippe Juvin, qui connaît extrêmement bien ces sujets, il est lui-même chef des urgences dans un hôpital et qui lui-même dit que ce n'est pas un bon texte. Mais ça ne nous dit pas à peu près quelle proportion de députés LR voteront pour et voteront contre. Ou est-ce que tout le groupe va s'y opposer au texte sur l'aide active à mourir? Parce qu'on imagine que sur les soins palliatifs, votre groupe votera pour. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une caserne et sur des sujets comme cela, chacun votera en son âme et conscience. J'ai le sentiment qu'il y a une partie importante de notre groupe qui est extrêmement réservée sur ce texte. On va parler des propos de Gabriel Attal hier dans Le Parisien. Il a fait plusieurs propositions sur le régalien, on va y revenir, mais surtout il se démarque des LR, parti conservateur, un parti qui n'est plus pro-européen. La rupture est consommée. Écoutez, je pense que Gabriel Attal est dans une stratégie politique qui lui est propre. Donc moi, la rupture n'est pas plus consommée aujourd'hui qu'hier. Nous ne sommes pas dans le même parti, nous ne défendons pas. Vous n'êtes plus pro-européen ? Je lui laisse la responsabilité de son jugement de valeur. Gabriel Attal a été Premier ministre, il a été aux responsabilités, il a un bilan que chacun peut juger. Pour ma part, je pense qu'il y a eu des manques importants ces dernières années sur la maîtrise des finances publiques, sur les sujets régaliens, sur la maîtrise des flux migratoires, sur la sécurité. Et donc, nous ne sommes pas du même parti, nous ne sommes pas sur la même ligne. Et donc, qu'il y ait des divergences, c'est évident. J'ai beaucoup de divergences avec Gabriel Attal. Divergences profondes, Didier. Mais est-ce que dans ces conditions, vous pouvez continuer à appartenir au même gouvernement ? Je veux vous rappeler pourquoi nous sommes dans le même gouvernement. Nous sommes en tout cas chez les Républicains entrés au gouvernement parce que nous voulions éviter ce que l'arithmétique de l'Assemblée nationale au lendemain de la dissolution aurait pu imposer, à savoir l'arrivée au pouvoir de la gauche et de l'extrême gauche, et en l'occurrence du nouveau Front populaire. Et c'est uniquement pour cela que nous sommes entrés au gouvernement, j'en ai fait partie avec Michel Barnier. Et c'est pour ça que nous restons aujourd'hui dans un gouvernement où nous avons beaucoup de divergences, bien sûr, entre nous. Mais donc malgré les propos de Gabriel Attal, mais quand même le patron de Renaissance et le patron du premier groupe en nombre de députés de cette coalition. Mais ce qui se joue, c'est le chaos. Ce qui se joue, c'est la stabilité du pays. Ce qui se joue, c'est d'éviter à notre pays des difficultés supplémentaires. Tant qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale et tant que nous ne serons pas contraints d'accepter quelque chose qui serait totalement contraire à nos convictions ou aux intérêts fondamentaux de la nation, nous serons du côté de la responsabilité, du côté de l'intérêt général des Français et nous essayerons d'éviter à notre pays des difficultés supplémentaires. Quant à ce que dit Gabriel Attal, encore une fois, je le renvoie à ce qu'il a fait comme Premier ministre. Je vois aujourd'hui qu'il parle beaucoup de sécurité. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je suis très heureux de le voir aujourd'hui reprendre des propositions qu'il avait combattues quand nous les portions à droite. Quand nous parlions, par exemple, en 2022, à la présidentielle avec Valérie Pécresse, des quotas en matière d'immigration. Il s'y était farouchement opposé, il est aujourd'hui pour. Vous voyez que tout le monde évolue. Vous pourriez travailler avec lui justement sur ce sujet, sur les quotas d'immigration, pour qu'ils soient mis en place, parce que c'est quand même un sujet, c'est un peu un serpent de mer, les quotas au Parlement sur l'immigration. Est-ce que là, aujourd'hui, vous dites à Gabriel Attal, travaillons ensemble pour porter cette proposition ? Écoutez, à condition qu'il ne rechange pas d'avis sur des sujets aussi importants, nous sommes constants. Et avec Bruno Retailleau, chacun peut voir la constance précisément de nos convictions. Nous défendons une ligne. Et nous préparons un projet pour le pays, un projet qui a vocation à devenir majoritaire, pour sortir le pays de ses difficultés. Et donc, nous, tout ce qui va dans le sens de ce que nous défendons, nous serons toujours pour, nous ne changeons pas d'avis. Et donc, si Gabriel Attal s'y convertit, tant mieux. Mais aujourd'hui, nous avons besoin, précisément, que la politique qui est portée par le ministre de l'Intérieur soit soutenue. Très largement. Et je vois là aussi qu'il y a beaucoup de changements. Je pense par exemple à la question du référendum sur l'immigration. Parce que les quotas, c'est bien, mais s'il n'y a pas de révision constitutionnelle, on n'y arrivera pas. Ce ne serait pas d'ailleurs constitutionnel d'avoir des quotas. Donc Gabriel Attal se prononce pour les quotas.
dois-je en déduire qu'il se prononce également pour le référendum sur l'immigration que nous demandons depuis longtemps? Si c'est le cas, ce serait une belle avancée. Ce qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui, si vous me permettez, c'est aussi la présidentielle de 2027. Chacun se positionne. Gabriel Attal présente son programme. Vous dites que vous préparez un projet. À un moment donné, il va forcément y avoir rupture ou scission. Moi, je ne le crois pas. Je pense que... Vous pouvez rester au gouvernement jusqu'en 2027 ? Encore une fois, ce gouvernement est un gouvernement d'une nature différente des autres. C'est un gouvernement pour éviter pire. C'est un gouvernement... pour faire barrage au nouveau Front Populaire, mais de fait, de facto, le nouveau Front Populaire n'existe plus. Donc on peut aussi se dire que vous pouvez changer votre fusil d'épaule et sortir du gouvernement pour préparer 2027. Je pense que nos concitoyens sont fatigués des calculs tactiques. De ceux qui pensent uniquement à leur propre intérêt personnel, à se dire « ai-je intérêt à rester ou à sortir ? Ai-je intérêt à garder la lumière ou quitte à m'abîmer ?» Ce genre de calcul purement individuel, je pense que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Nous serons au gouvernement tant que nous serons utiles. Et aujourd'hui, l'arithmétique de l'Assemblée nationale n'a pas changé. Donc, le plus grand bloc, s'il n'y a pas cette construction qui est le socle commun aujourd'hui, qui est une construction par défaut, le plus grand bloc, ça reste la gauche et l'extrême gauche. Et donc, voilà. Mais je veux vous dire très clairement, nous défendons notre propre projet. Oui, je vous le confirme. Pour finir sur Gabriel Attal, est-ce que, par exemple, l'interdiction du voile au moins de 15 ans, ça, c'est une proposition que les LR vont soutenir? Bien, c'est un peu l'illustration de ce que je vous indiquais. Il y a aujourd'hui des sujets qui sont sur la table, qui sont attendus. Gabriel Attal n'avait pas soutenu l'interdiction du voile d'abord dans les compétitions sportives. Et donc aujourd'hui, d'avoir une nouvelle proposition qui s'appliquerait à l'espace public et qui pose des questions sur la capacité que nous avons à la mettre en œuvre, alors que nous ne sommes déjà pas capables de faire adopter, et nous le souhaitons, l'interdiction des signes religieux dans les pratiques, dans les compétitions sportives. Non, mais c'est une déclaration. Voilà, c'est une déclaration. Il a le droit de porter ses idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois qu'on avance concrètement et avec constance et avec sincérité sur le fond des sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons faire reculer dans notre pays, et nous avons un rapport qui en atteste, l'entrisme, notamment des frères musulmans, avec la montée des revendications communautaires, est-ce que nous avons un énorme travail à faire? Oui. Qui porte aujourd'hui ce travail? Pardon, c'est nous. C'est nous qui le portons, et nous le portons depuis des années, nous le portons courageusement, et nous allons continuer à le porter. Quelle place pour les Républicains dans l'après-Macron? On a entendu plusieurs déclarations, celle de Sophie Primas, celle de Gérard Larcher, acter la fin du macronisme après Emmanuel Macron. Est-ce que la victoire de Bruno Retailleau donne pas, pardonnez-moi l'expression, mais un peu le melon au LR? Non, très franchement, en aucun cas. Et si vous connaissez Bruno Retailleau, vous savez qu'il a la tête sur les épaules et qu'il sait où il va. Et encore une fois, avec une vraie constance. Et je crois qu'on en a besoin dans les temps politiques compliqués que nous connaissons. Simplement, une réalité que de rappeler qu'en 2027, le président de la République ne pourra pas se représenter. Et donc, à ce moment-là, les cartes sont rebattues. Et nous défendons, encore une fois, une ligne politique de droite, claire, qui correspond, pour moi, aux problèmes du pays et aux solutions qu'il faut apporter. C'est tout, et nous y travaillons. Et la victoire de Bruno Retailleau à la tête des Républicains ouvre un chemin et permet à beaucoup d'électeurs de droite qui s'étaient perdus, qui s'étaient détournés de nous parce que nous les avions déçus. Vous voyez que nous ne prenons pas le melon, je vous le dis, nous avons probablement déçu beaucoup d'électeurs de droite par le passé. Eh bien aujourd'hui, nous avons un travail à faire d'abord sur nous-mêmes pour faire revenir tous ces électeurs et redevenir une force électorale capable de gagner les élections. Nous en gagnons, puisque vous avez vu qu'hier, en Saône-et-Loire, c'est le candidat soutenu par les Républicains qui a gagné encore un depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons effectivement un espoir qui s'est levé dans le pays. Face au Rassemblement national, effectivement. Est-ce que sur votre chemin, il n'y a pas un certain Édouard Philippe? Est-ce que vous pouvez y aller chacun de votre côté? Mais est-ce que nous défendons aujourd'hui la même chose qu'Édouard Philippe? Nous ne croyons pas au fait que la gauche et la droite puissent gouverner durablement ensemble. Nous pensons qu'il y a un clivage gauche-droite dans notre pays. Et voilà une différence fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vocation, évidemment, à porter nos propres couleurs et à défendre notre propre projet. Donc il y aura un candidat LR en 2027. Mais pour vous, c'est la logique. Mais c'est la logique même, bien sûr, oui, parce que nous devons proposer au pays des solutions qui, pour moi, quitte à sont les seules qui peuvent... de ne pas être au second tour. Mais encore une fois, les calculs de ce type-là ne marchent jamais. Vous ne faites pas des calculs, ce sont les électeurs qui décident. Et moi, je crois que c'est l'inverse.
Je crois que si nous voulons précisément que cette élection 2027 soit utile et nous sorte des difficultés, nous devons porter clairement nos convictions parce qu'aucune autre famille politique aujourd'hui ne, mon point de vue, permet à la fois la clarté dont on a besoin pour sortir le pays de cette spirale du déclin dans laquelle nous sommes. Qui d'autre parle de maîtriser les dépenses publiques depuis longtemps? Qui d'autre porte aujourd'hui sur les sujets d'ordre public un discours aussi clair? Voilà, et je crois que nous avons besoin aujourd'hui de la droite et des Républicains pour 2027. La logique, c'est que vous ayez votre candidat en 2027. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Ce sera qui et comment vous le choisissez? Est-ce que vous estimez que les résultats de l'élection à la présidence des Républicains sont tellement favorables à Bruno Retailleau que le match est plié, que ce sera lui le candidat et que les choses sont faites? D'abord, nous avons aujourd'hui un travail urgent à faire pour faire revivre cette famille politique. C'est le fameux projet dont vous parliez tout à l'heure? C'est un projet qui ne doit pas simplement être un catalogue de mesures, mais qui doit être un projet de société, un projet de gouvernement, qui doit être très rapidement, parce que nous pourrions jamais avoir à nouveau une dissolution. C'est quoi? À quel horizon? À quelle échelle? Mais écoutez, dès cet automne, nous devrions être en capacité de produire un projet au cas où il y a des élections législatives. Et nous savons que nous pourrions en avoir dès cet automne, en tout cas à l'été. Et donc si jamais il y a une nouvelle élection anticipée à l'automne, il faut que nous soyons prêts à proposer un projet pour qu'un maximum d'électeurs envoient un maximum de députés donc LR le projet sera prêt pour la rentrée? Non, ce que je vous dis, c'est qu'il faut que nous ayons la capacité, s'il y a des élections anticipées à l'automne, de proposer un projet de gouvernement sur la table au cas où. En tout cas, ce travail est urgent, mais nous avons aussi un travail pour que notre famille politique puisse mettre nos militants et nos adhérents au cœur de la décision. Une fois que le projet sera calé, il y aura la question de l'incarnation. Qui pour porter ce projet? Bruno Retailleau ou il faudra choisir quelqu'un d'autre? Et s'il y a un choix à faire, vous le ferez selon quelle modalité? Alors nous verrons le moment venu, ce n'est pas tout de suite. Nous avons d'abord aussi des élections municipales à préparer qui arrivent très très vite et sur lesquelles le travail aujourd'hui est urgent. Nous avons commencé et je vais vous le dire très clairement, aujourd'hui la droite elle a un chef, c'est Bruno Retailleau, elle a un chef naturel qui s'est imposé et qui est légitime et qui va faire ce travail. Nous allons tous l'aider à faire ce travail. Nous verrons ensuite au lendemain des municipales qui est le mieux placé pour porter nos couleurs. Et justement, dernier mot sur les municipales, Stéphane. Oui, votre objectif pour les municipales de 2026, ce sera quoi exactement en fait? Notre objectif, c'est de gagner ces élections municipales avec une vague bleue. Mais ça veut dire quoi gagner? Ça sera quoi le critère? Ça sera reprendre des grandes villes. Aujourd'hui, vous n'avez aucune des 10 plus grandes villes de France. Ce sera être fort dans les communes de plus de 9000 habitants. C'est quoi votre critère? Alors d'abord, il y a évidemment la réélection de tous nos sortants, parce que nous sommes probablement la force politique qui a le plus de maires sortants, notamment dans les villes dites moyennes. Et ça, c'est une chance. Donc nous devons les aider, leur proposer aussi des outils pour évidemment être réélus. C'est important et je sais que nos maires sont plébiscités. Nos élus locaux sont très appréciés pour leur action. Donc ça, c'était une marche importante. Et oui, nous devons essayer de faire barrage à la gauche et à l'extrême gauche dans les grandes villes. Et partout où ces forces politiques-là risquent de gagner. Et pour ça, ça peut passer par une alliance avec le camp d'Emmanuel Macron? Moi, je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je pense que les électeurs ont besoin de clarté. Et autant je suis évidemment prêt à apprécier toutes les situations, autant je pense que les accords d'appareil ne marchent jamais. Ouais. Mais comment vous gagnez Paris, Lyon, Marseille sans candidat commun avec la Macronie? Alors c'est arrivé par le passé, vous le rappelez, vous avez dans les 10 grandes villes une ville qui s'appelle Toulouse, qui est aujourd'hui dirigée par Jean-Luc Moudenc, qui n'est plus pas à l'air, oui, mais qui reste très proche de nos idées, qui n'est pas encarté ailleurs. Bon, Rachida Dati, elle n'ira pas sans la Macronie, ou alors c'est pas votre candidate? Écoutez, nous verrons, il y a une commission nationale d'investiture qui va se réunir et qui regardera chaque situation. Mais vous pourriez l'investir même si elle est candidate commune de Renaissance et de DLR? Moi, je veux vous le dire, je pense que nous avons vocation à défendre des candidats qui se présentent sous nos couleurs, mais évidemment que nous allons regarder au cas par cas parce que nos électeurs n'accepteraient pas que nous laissions la gauche et l'extrême gauche aux responsabilités dans des grandes villes. Donc ça peut être une exception. Mais non, parce qu'encore une fois, c'est pas simplement un accord d'appareil. Voilà, je vous le dis très clairement, il faut apprécier, il y a des élus parisiens, LR, qui sont légitimes, qui sont engagés, il y en a dans toutes les grandes villes, nous avons des élus d'opposition aussi ailleurs, nous devons discuter avec eux et trouver la meilleure solution pour gagner ces villes-là, mais en aucun cas être dans une forme de confusion où on donne l'impression de faire de la tambouille parce que ça, ce n'est pas acceptable et ça ne plaît pas aux électeurs et à juste titre. On a compris que vous aviez un regard, le regard pointé sur les grandes villes et sur la concurrence avec la gauche et l'extrême gauche. Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes où le Rassemblement national ne cesse de progresser? Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi qu'il y ait en fait un débordement ou une vague bleu marine, pour le coup, au municipal, dans les campagnes et qui derrière se traduisent par la prise de contrôle d'un certain nombre de communautés de communes et puis l'élection de suffisamment de sénateurs pour que le RN puisse créer un groupe au Sénat l'année prochaine? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous préoccupent et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Eh bien, nous devons redevenir, nous, à droite, le parti de la ruralité. Oui, il y a un sentiment d'abandon, on en parlait. Il y a un sentiment d'abandon aujourd'hui dans la ruralité. On parlait des agriculteurs. Il faut qu'on leur dise très clairement qu'aujourd'hui, il y a un parti qui défend, qui les défend, ce sont les Républicains. Et oui, nous avons reculé. Le Rassemblement national a beaucoup progressé en profitant de ce sentiment d'abandon, mais le Rassemblement national n'est pas une solution. Le Rassemblement national ne porte aucune vraie mesure concrète pour ces territoires-là, et nous allons évidemment travailler pour les faire Merci revenir. Othmane Nasrou, merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, coup de pression des agriculteurs, c'est à la une de votre journal, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe au Club des territoires.